Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Enfin, ça fait de longues années qu'on attendait ce moment, Ariane 6 va décoller pour son premier vol ce soir entre 20h et 23h. Alors oui, je sais, il y a match, mais je vous incite fortement à mobiliser un second écran pour suivre la première rencontre d'Ariane 6 dans la Coupe du Monde des lanceurs. Ce soir, Ariane 6 décolle dans sa configuration à 2 boosters. Un des gros changements par rapport à Ariane 5 est qu'il s'agit d'une fusée modulaire. Elle peut adopter 2 ou 4 boosters en fonction du profil de la mission. Par rapport à Ariane 5, elle profite également d'un second étage réallumable qui se nomme Vinci. Il devrait être particulièrement utile pour déployer des constellations et des groupes de satellites en rideshare. C'est justement la mission qui nous attend ce soir. Ariane 6 ne va pas déployer un unique satellite ou même faire un vol de test à vide. Elle embarque une multitude de petits satellites dont beaucoup sont au format CubeSat et 2 capsules de rentrée atmosphérique. Ces 2 capsules vont être particulièrement intéressantes à suivre. Elles augurent de capacités nouvelles pour l'Europe. Le Space Case est conçu par Ariane Group et Bikini est un prototype de démonstration pour la capsule Nyx de The Exploration Company, laquelle pourrait à terme déboucher sur un vaisseau habité. Les 2 capsules ne seront malheureusement pas récupérées. Elles devraient finir leur course au niveau du point Nemo, aussi loin que possible de toute terre émergée au milieu du Pacifique. Dans la configuration qu'on verra ce soir, Ariane 6 fait 62 mètres de haut pour 540 tonnes, ce qui la rend très similaire à une Falcon 9. Ces 2 boosters P120 doivent fournir l'essentiel de la poussée au décollage. Vulcain 2.1, le moteur du premier étage, et Vinci, le moteur du second étage, fonctionnent tous les deux avec de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. C'est une combinaison un peu moins tendance que le Metalox, mais beaucoup plus performante en termes d'impulsion spécifique. Le profil de la mission qui nous attend est assez complexe. Il va permettre une véritable démonstration de capacité pour Vinci. Quitte à avoir un second étage réallumable, autant en profiter. Vous pouvez donc voir ici sur les étapes 5, 6 et 10, 3 allumages successifs. Ils permettront de placer les satellites sur l'orbite voulue avant de précipiter les 2 capsules vers une trajectoire de rentrée atmosphérique. C'est un profil qui aurait été impossible pour Ariane 5. Une nouvelle fusée sera également l'occasion de découvrir un nouveau pas de tir. Ariane 6 ne reprend pas les installations de sa grande sœur. Elle bénéficie d'un pas de tir tout neuf qui lui permet notamment d'être assemblée à l'horizontale. Elle est ensuite passée à la verticale pour recevoir sa coiffe et ses boosters. L'ensemble fait appel à tout plein de nouvelles technologies et on va vous présenter tout ça dans le live qu'on fera ce soir pour l'occasion sur Twitch. Le lien pour nous rejoindre est tout en haut dans la description. On démarrera 60 à 90 minutes avant le début de la fenêtre officielle, autour de 18h30 à 19h donc. Vous allez voir, c'est une fusée assez extraordinaire qu'on va voir décoller ce soir. Et surtout, c'est la garantie pour l'Europe de retrouver une indépendance pour ses lancements les plus stratégiques et le début de nouvelles capacités. On croise donc les doigts pour un début sans faute et si possible une longue et fructueuse carrière. En parallèle de cette première, le spatial européen est peut-être un peu moins uni qu'il n'y paraît. Le 5 juillet, le conseil de l'ESA a adopté une résolution qui va permettre à Avio de commercialiser directement le lanceur Vega. Pour le moment, le petit lanceur est commercialisé par Arianespace. Cela devrait rester le cas jusqu'au vol VV29 qui est prévu pour la fin d'année 2025. Après ça, Arianespace ne lancera plus que des Ariane 6 et Avio s'occupera de lancer en direct les fusées Vega. Ce divorce à l'amiable augure d'une compétition féroce sur le segment des micro et mini-lanceurs. Le centre spatial guyanais va accueillir une pléthore de mini-fusées dans les années qui viennent. Isar Aerospace, Maya Space, PLD Space et RFA ont déjà obtenu des accords pour décoller depuis Kourou. Vega va faire face à une concurrence de plus en plus forte et en reprenant la main sur son lanceur, Avio peut conserver toute l'attitude pour répondre à cette menace. On verra si le même schéma se reproduit lorsqu'il s'agira de trouver une remplaçante à Ariane 6. Si vous avez vu les interviews qu'on a réalisées avec certains des nouveaux acteurs européens, vous savez qu'il y en a qui l'appellent déjà de leur vœu. Il n'y a d'ailleurs pas qu'en Europe qu'on se tire dans les pattes. SpaceX fait des progrès rapides avec son lanceur géant et réutilisable Starship.
Un nouveau vol de celui-ci devrait avoir lieu d'ici 4 semaines, dixit Elon Musk. À terme, l'entreprise américaine souhaite emmener le Starship en Floride, au Kennedy Space Center, où au moins 2 tours de lancement vont être construites. Seulement, Blue Origin et ULA, les 2 autres opérateurs de lanceurs lourds commerciaux aux États-Unis, voient ça d'un mauvais œil, et on peut les comprendre. Le Starship est une fusée énorme qui va être amenée à grossir encore plus dans les années qui viennent. Sur son pas de tir, lorsqu'elle est prête à décoller, elle est chargée de milliers de tonnes de méthane et d'oxygène. Des quantités d'ergols 10 fois plus importantes que pour une Ariane 6, et un danger donc 10 fois plus grand en cas d'explosion. Cette débauche de puissance entraîne des mesures de sécurité drastiques lors de chaque lancement. Les environs doivent être évacués, les routes doivent être fermées, et des zones entières se trouvent donc à l'arrêt à des kilomètres à la ronde. Dans les premiers documents qu'elle a communiqués sur la préparation de l'arrivée du Starship en Floride, la FAA a signalé qu'elle pourrait autoriser jusqu'à 120 lancements par an. C'est donc 120 jours par an où les routes seraient fermées, de nombreux lieux évacués et pour les compagnies qui exploitent d'autres pas de tir dans la région, cela pourrait représenter une impossibilité de travailler. Les inquiétudes de Blue Origin et ULA sont-elles légitimes ou s'agit-il d'un prétexte pour mettre un bâton dans les roues d'un concurrent un peu trop gênant? On vous laissera seul juge. Il reste néanmoins vrai que le Starship est une fusée sans commune mesure avec ce qui existe actuellement, et que la cadence de décollage envisagée par SpaceX entraînera forcément un impact environnemental fort en termes de bruit, de fermeture de route, d'espace maritime et aérien, et on ne parle ici que des activités humaines. L'impact sur la nature devrait également être très fort, on verra donc ce que décidera la FAA pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Allez, on va s'éloigner un petit peu pour terminer ce DNDE, en prenant la direction de la ceinture de Kuiper. Cette région du système solaire se trouve dans la partie externe, au-delà de l'orbite de Neptune. C'est là qu'on trouve Pluton et la majorité des autres planètes naines. Comme la ceinture de Kuiper est composée en majorité de petits corps glacés très éloignés du Soleil, elle est difficile à étudier. On ne sait pas exactement quelle taille elle fait, combien de corps elle comporte et jusqu'où elle s'étend. Ces dernières années, elle a tout de même fait l'objet d'un effort d'observation particulier. La sonde New Horizons a survolé Pluton en 2015 et l'objet Arrokoth en 2019. Il lui reste un petit peu de gaz dans les propulseurs et la NASA espère pouvoir organiser un nouveau survol. Seulement pour ça, il faut lui trouver une cible d'opportunité, un objet qui n'a pas encore été découvert mais qui se trouverait à peu près sur sa trajectoire. Pour trouver cet objet, le télescope Subaru à Hawaï a été mis à contribution. Peu après le survol de 2019, il a commencé à scruter la région et a pu mettre à jour de nombreux objets. Il n'a pour le moment pas identifié de cible adéquate pour un nouveau survol de New Horizons, mais il a tout de même trouvé des objets intéressants. Jusqu'ici, on pensait que la ceinture de Kuiper était assez étroite. Le consensus, c'est qu'elle s'étend entre 30 et 50 unités astronomiques du Soleil. 30 à 50 fois la distance qui sépare le Soleil de la Terre. Seulement, le télescope Subaru a pu identifier 2 objets qui évoluent au-delà de cette limite de 50 unités astronomiques. Certes, c'est un petit échantillon, mais cela pourrait pointer vers une structure différente de l'extérieur du système solaire. La ceinture de Kuiper pourrait ainsi être plus grande que ce qui était précédemment attendu, voire elle pourrait être en 2 parties, une ceinture interne et une ceinture externe. Cela représente également une bonne nouvelle pour New Horizons. La sonde pourrait ainsi conserver une chance de rencontrer une cible d'opportunité plus tard que prévu, avant de sortir définitivement de la ceinture. Ces observations sont à mettre en parallèle d'un résultat issu directement des mesures de New Horizons qui a été communiqué en février dernier. La sonde embarque un compteur de poussière qui permet d'évaluer si le milieu traversé est plus ou moins poussiéreux. Entre 45 et 55 unités astronomiques du Soleil, la sonde a détecté un niveau de poussière plus élevé que ce qui était attendu. C'est un autre signe que la ceinture de Kuiper pourrait être plus grande que précédemment estimé. La région externe du système solaire pourrait ainsi comporter un très grand nombre de corps, dont un certain nombre de planètes naines qui n'auraient pas encore été découvertes. La prochaine génération de grands télescopes au sol permettra peut-être de comprendre un peu mieux ce qu'il se passe dans cette région du système solaire. Et si on a de la chance, New Horizons pourra même imager de près l'un de ces corps.
Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre en live ce soir pour le premier décollage d'Ariane 6, via le premier lien qui est en description. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime, n'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.